Chapitre 6, les nombres complexes. Alors, premier point comme d'habitude, je pense qu'ici, peut-être lever la main à ceux qui ont déjà vu les nombres complexes. Ça va, c'est encore vu dans le secondaire, manifestement, tant mieux. Ça va nous aider. Malgré tout, ce que je fais, vous pouvez baisser la main après, merci. Malgré tout, on va repartir ici sur les concepts de départ et puis se poser la question habituelle de pourquoi on va utiliser ces nombres complexes dans le cadre du cursus. Donc, les nombres complexes, finalement, contiennent deux informations. Un nombre complexe et deux nombres réels, comme vous allez le voir. Puisqu'il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Et donc, c'est comme si on traitait un petit vecteur avec deux éléments. Or, des vecteurs à deux éléments, ça permet, par exemple, les deux éléments, ça pourrait très bien être un angle et la longueur du vecteur. D'ailleurs, ça, c'est une représentation des nombres complexes. Un angle et son module, l'argument et son module. Ne vous inquiétez pas, je vais noter à un moment donné, mais vous entendez déjà les premiers éléments qui arrivent ici en termes de motivation, c'est qu'un nombre complexe résume deux informations. Alors, voilà ce qu'on peut dire. Un nombre complexe possède deux réels est défini par deux réels ce qui permet de représenter, comme on va le voir, un point dans le plan ou bien un vecteur dans le plan, et surtout dans les sciences appliquées, ça peut représenter un courant donc, typiquement en électricité, vous allez parler de nombres complexes qui vont représenter un courant. Ça peut aussi être une tension. Une tension. Et encore beaucoup d'autres choses. Et finalement, les nombres complexes, on pourrait s'en passer quelque part, mais ça rendrait l'écriture à chaque fois plus longue et plus compliquée. Donc c'est un passage qui demande bien sûr de la matière, mais qui ensuite va nous permettre d'avoir des raccourcis. Okay. Donc, avec un seul nombre complexe, on va manipuler deux réels qui sont de nature différente, parce qu'un des réels, c'est la partie justement réelle, et l'autre partie réelle va permettre de parler de la partie dite imaginaire. Donc, ce qu'on a ici, finalement, c'est que on va gagner en lisibilité par contraction de l'écriture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe? Définition de NC et plan complexe. Donc NC, c'est pour nombre complexe. Donc définition. Un NC, donc un nombre complexe, est un nombre
qui comporte une partie réelle et une partie imaginaire. Une partie réelle et une partie imaginaire. Partie réelle, partie imaginaire. On le note, on met Z égale A plus BI. A c'est la partie réelle, B c'est la partie imaginaire. Où donc A, B et I, donc ces trois symboles-là on va les expliquer. Où A est la partie réelle, R, E, Z, B est la partie imaginaire, I, M, Z, et I est appelé l'unité imaginaire. Donc I, c'est ce qu'on appelle l'unité imaginaire. Déjà, petite remarque. I, l'unité imaginaire, est notée J en électricité. Pour quelle raison? Parce que I en électricité, c'est le courant. Donc il y aurait conflit de notation. Et comme le courant intervient assez souvent, on a laissé I et J est apparu en électricité pour parler de cette unité imaginaire. Donc un nombre complexe, c'est un nombre qui comporte deux parties, une partie réelle et une partie imaginaire. Alors ce que j'aurais pu rajouter, je le fais maintenant, une partie réelle qui est un nombre réel, et la partie imaginaire, c'est aussi un nombre réel. On le note Z égale A plus B, il y a différentes notations. Cette notation-là, je mets un petit astérix pour pouvoir en parler, c'est une deuxième remarque que je veux faire ici. Cette notation-là est la notation algébrique de Z. Il existe d'autres notations. Vous allez les entendre une première fois, je vais les dire, mais bien sûr on va les définir plus loin. Donc il y a la notation algébrique, il y a aussi une notation qu'on appelle trigonométrique, qui fait intervenir l'angle et le module. De manière générale, on parle de représentation cartésienne quand on a A et B, partie réelle et partie imaginaire, dans la notation. Ça, c'est une des notations cartésiennes, notation algébrique. Et on parle de notation polaire quand on fait intervenir les coordonnées polaires, donc du θ et le module. Donc les deux grandes familles de représentation des nombres complexes, c'est parler des nombres complexes par coordonnées cartésiennes et par coordonnées polaires. Mais tout ça, je vais encore le noter. Vous l'entendez une première fois, mais je vais y revenir. Enfin, ici, l'ensemble des NC
se note un grand C avec une barre comme ceci. Donc le C avec la barre, c'est l'ensemble de tous les nombres complexes. Et cet ensemble-là étant les ensembles précédents que vous connaissez. L'ensemble des naturels est inclus dans l'ensemble des z bar, ce sont les entiers, qui est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, lui-même inclus dans l'ensemble des nombres réels, et maintenant les nombres complexes. Donc, parmi les nombres complexes, il y a les nombres réels. Et le plan complexe, qu'est-ce que c'est? Ça, je vais pouvoir représenter maintenant les nombres dont je suis en train de parler. Définition. Le plan complexe est le plan formé par deux axes, un pour la partie réelle de Z et un pour la partie imaginaire de Z. Donc on va maintenant pouvoir placer un nombre complexe dans ce qu'on appelle le plan complexe. Deux axes, un pour la partie réelle et un pour la partie imaginaire. La convention, c'est de prendre l'axe horizontal pour la partie réelle et l'axe vertical pour la partie imaginaire. Et le croisement, bien sûr, c'est le nombre complexe 0. Alors si on fait la graduation ici, on va imaginer une graduation de deux unités, moins 1, moins 2, moins 3. Ça, c'est pour la partie réelle, comme ceci. Voilà le plan complexe. On peut éventuellement préciser ici le C. Évidemment, c'est exactement comme un système avec deux axes qui permettent de représenter n'importe quel point du plan. En fait, vous avez une bijection, enfin, c'est-à-dire il y a exactement à tout point du plan, on peut associer un nombre complexe. Par exemple, le nombre complexe 2 plus i, donc 2 plus 1 fois i, va se situer ici. Ce point-là, c'est z qui est égal à 2 plus i. La partie réelle de 2 plus i, c'est 2, la partie imaginaire, c'est 1. Et donc, le point ici représente un nombre complexe. Et on peut se poser des tas d'autres questions de ce type-là. Il suffit de faire varier les valeurs. Mais il y a des valeurs particulières. Par exemple, si la partie imaginaire est nulle, on est forcément sur l'axe réel. Donc, toute cette droite qui se confond avec l'axe des réels, toute cette droite, c'est lorsque vous avez que la partie imaginaire de votre nombre, z égale 0. Si imz égale 0, vous êtes sur l'axe réel. Si la partie imaginaire est nulle, si on fait 0 fois i, on est là-dessus. Alors il y a d'autres nombres qui sont particuliers, c'est ceux qui n'ont qu'une partie imaginaire. Comprenez, la partie réelle est nulle. Par exemple, ce nombre-là, ce serait z qui est égal à 3 fois i. On parle ici d'un imaginaire pur. Imaginaire pur. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Donc, nombre complexe, défini par un couple de réels. Chaque réel a une certaine couleur.
partie réelle, partie imaginaire. Donc chaque réel a un rôle à jouer. Pour les distinguer au niveau de la notation, qui est ici la notation algébrique, c'est que pour la partie imaginaire, ce sera toujours le coefficient devant le i. Alors après, on peut noter 3 fois i ou i fois 3. Bon, la convention veut qu'on mette le coefficient devant le i. Donc le b ici, c'est la partie imaginaire. La faute typique que j'ai, c'est quand je demande la partie imaginaire, on met dans le sac le petit i. Non, la partie imaginaire, c'est uniquement le b. Donc la partie imaginaire de z, c'est pas i, c'est 1. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je remarque de temps en temps. Partie réelle, partie imaginaire. Ensuite, on peut représenter tout nombre complexe par un point ou un vecteur. Ici, j'ai mis un point, mais je peux également décider de placer un vecteur qui indique où on se situe dans le plan complexe. Donc, soit par un vecteur, soit par un point. Donc, tout nombre, tout NC, tout nombre complexe est représenté de manière unique par un point dans le plan complexe, le plan C, le plan complexe. Les coordonnées de ce point sont REZ et IMZ. Si REZ égale 0, Z est appelé imaginaire pur. Si IMZ égale 0, Z est réel. Alors évidemment, si Z égale 0, ça c'est un peu particulier. On dira simplement que c'est réel. Donc, imaginaire pur, c'est, on suppose en général que la partie imaginaire est non nulle. Après, ça peut dépendre des conventions qu'on va prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme définition ici? Je pense que j'ai dit l'essentiel au niveau de la base. Pour les nombres complexes. Est-ce que vous avez une question ou une remarque? Peut-être un mot de vocabulaire que vous avez reçu, qui a été donné autrement que ce qui est dit ici, oui? Le C, vous avez mis une barre, c'est ça? Au niveau du... Où ça? L'ensemble des nombres complexes de notre C avec une barre dedans. Oui. Parce que, enfin, moi personnellement, j'ai vu ça sans la barre dedans. Le C pour l'ensemble des complexes, tu ne mettais pas la barre? Non. Ok. Ouais, en général, on met la barre justement pour que on parle. En fait, des ensembles de nombres, il y a toujours une double barre quelque part. C'est une question de calligraphie, donc le N, on lui a ajouté une barre, voilà, ils ont tous une double barre, comme ça on reconnaît bien que c'est un ensemble. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans certains manuels, c'est qu'ils ne mettent pas la double barre, mais alors c'est calligraphié en gras. Et donc, c'est vrai que le N, parfois, tu vois un N un petit peu plus en gras que le reste, et donc ça marche aussi. Bon, c'est une question de convention, hein, tout ça. Bon, ok, donc on peut maintenant écrire des nombres complexes, comme on voit ici, mais est-ce qu'on peut faire des opérations sur ces nombres complexes? C'est clair que ces nombres complexes, je vais passer ici, permettent d'avoir deux informations, hein, les réelles, partie réelle et imaginaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et ça, c'est le troisième point plutôt. C'est justement les opérations plus, moins, fois, divisé sur les nombres complexes.
Bon. Alors la bonne nouvelle, c'est que voici les règles. Il n'y en a que 2 pour faire plus ou moins fois divisé pour des nombres complexes. Les règles sont les suivantes. Premier point, c'est que on applique les mêmes règles que dans R avec I qui est traité comme un paramètre. Donc en fait, ça ne change rien. On fait comme si I était un paramètre. On va voir tout de suite dans quelques exemples. Et puis il y a quand même une deuxième règle que certains attendent depuis le début, c'est que I au carré égale moins 1. Donc la petite histoire, peut-être que vous l'avez déjà entendue, c'est que lorsqu'on a voulu résoudre des équations de degré 3, donc vous mettez un polynôme de degré 3 et vous cherchez ses racines. Eh bien, pour résoudre ça, il y a une méthode qui passait par l'acceptation qu'un nombre au carré donnait moins 1. Donc un nombre un petit peu imaginaire, puisque à l'époque, aucun nombre au carré donne moins 1. Tout nombre réel que vous mettez au carré est un nombre qui donne quelque chose qui est plus grand ou égal à 0. Et donc la preuve, si vous voulez, passer par l'acceptation de cette règle-là. Et puis, tout au bout, on arrivait, en faisant un passage dans les nombres complexes, mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, on arrivait finalement à une réponse réelle qui était la solution de l'équation. Il a fallu tout un temps pour ensuite établir ça proprement et dire que les nombres complexes ont un intérêt. Et imaginer un nombre dont le carré vaut moins 1 permet de résoudre notamment ces équations du 3e degré, mais permet aussi de représenter des tas de choses de manière utile et efficace. Alors, avec ces règles-là, si vous voulez additionner par exemple 1 plus 3i avec moins 2 moins 1 demi i. Je vous ai dit, i est un paramètre. Donc on va ici avoir comme résultat 1 moins 2. En fait, vous pouvez travailler avec que la partie réelle et puis que la partie imaginaire. Et ici, 3 moins 1 demi fois i. Donc j'ai assemblé avec tout ce qui était indépendant de i et dépendant de i, donc en termes de facteurs. Et vous obtenez comme résultat de l'addition, donc la somme vaut moins 1 et 2,5 i. Bon, il n'y a pas de i carré ici à simplifier, donc la règle numéro 2 n'a pas été appliquée. Si vous aviez dit non pas que c'est un plus, mais que c'est un moins, je pense qu'il n'y a pas tellement de difficulté à appliquer ce que je viens de montrer ici. Donc je vais passer au produit. Un autre exemple avec le produit. Prenons les mêmes. 1 plus 3i fois moins 2 moins 1 demi fois i. Double distributivité, comme dans les réels. 1 fois moins 2, 1 fois moins 1 demi i, moins 1 demi i. Plus 3i moins 2, ça fait moins 6 fois i, et voilà celui qu'on attendait, moins 3 demi i au carré. Le i au carré va laisser place à moins 1, et on va pouvoir continuer. Donc si on remet tout ensemble, alors i carré, ça c'est égal à moins 1 ici. Ça fait 3 demi. Hein. 3 demi moins 2, ça fait moins 1 demi. Donc on continue, ça vous fait moins 1 demi. Et puis vous allez avoir moins 6,5 fois i.
Pardon? Oui? Moins 13 demi. Ah oui, oui, ça revient à moins 13 demi. Tout à fait. Vous pouvez mettre moins 13 demi. Ça va pour ceci, pour le produit? Voilà, rien de très drôle jusqu'ici. On va passer maintenant à la dérivée. Pas à la dérivée, non. Ça fait autre chose. À la fraction. Donc, troisième exemple. Allez, on ne change pas une équipe qui gagne. On va prendre les mêmes. Jusqu'ici, tout s'est bien passé. 1 plus 3i divisé par moins 2 moins 1 demi fois i. Et là, j'espère qu'au coin de votre tête, vous avez un peu le souvenir de la méthode. Comme ça, vous allez pouvoir la rappeler à tout le monde. Oui. Qu'est-ce qui intervient ici? Parce que, juste pour rappeler, il ne faut pas qu'il y ait de i au dénominateur. Quand on veut simplifier ici la division, il faut s'arranger pour que l'unité imaginaire ne traîne pas en bas. Oui, très bien. Alors, tu parles du binôme conjugué ou du complexe conjugué dans ce cas-ci. Alors, le complexe conjugué, je vais écrire ici sa définition et sa propriété qui va suivre. Z égale, définition. Le complexe conjugué, alors, vous pouvez dire tout simplement le conjugué ou le nombre complexe conjugué, voilà, tout dépend de l'effort que vous voulez fournir quand vous parlez de lui. Donc, le complexe conjugué d'un nombre complexe z égale a plus bi est le nombre complexe z bar égale a moins bi. Et ce nombre-là, on l'aime bien parce que si vous faites z fois z bar, mais regardons, ça fait A, alors attendez, ça fait A carré plus B carré, et ça appartient au réel. Le I a disparu. Alors, la preuve, je vous la laisse parce qu'elle n'est vraiment pas compliquée. Z fois Z bar, c'est A plus BI fois A moins BI, c'est un produit remarquable ici. Et avec ce produit remarquable, si vous factorisez, enfin ici c'est l'inverse, hein, A plus BI fois A moins BI, c'est déjà la factorisation. Donc si vous rassemblez plutôt, vous allez obtenir un nombre qui est réel. La partie imaginaire est nulle. C'est ce qu'on va appliquer ici. 1 plus 3i divisé par moins 2 moins i demi fois, et on va multiplier au-dessus et en dessous par le conjugué du dénominateur. Le conjugué du dénominateur oppose la partie imaginaire. Le plus bi devient moins bi. Donc plus b, moins b. On a opposé la partie imaginaire. Ici, vous allez avoir moins 2 plus i demi. Moins 2 plus i demi. En faisant ça, je ne change pas hein, la division, la fraction, puisque je fais fois 1. Mais ça demande de calculer le produit au-dessus et en dessous. Mais en dessous, on sait déjà le résultat. Hein, si vous avez retenu la propriété, c'est la somme des carrés. Donc, en dessous, vous allez avoir moins 2 au carré. Partie réelle au carré et partie imaginaire au carré. Donc là, c'est moins 1 demi au carré. Il n'y a plus de i. Au-dessus, vous allez avoir moins 2. Alors, est-ce qu'on n'a pas déjà fait? On l'a quasiment fait, hein, parce que c'est ce qu'il y avait ici, mais c'est un peu différent. Donc, on va avoir moins 2 plus i demi, moins 6 fois i, et enfin, moins en plus 3 sur 2 fois i. Voilà. Moi, s'il y a des petites erreurs, c'est pas impossible. Il y a beaucoup de calculs. Alors si... oui, il y a déjà une erreur d'ailleurs, parce que c'est i au carré ici. Voilà. C'est i au carré.
Donc si vous remplacez, vous allez avoir moins 2, moins 3 demi, parce que plus 3 demi carré, c'est moins 3 demi. Moins 2, moins 3 demi, ben on arrive avec du moins 3,5. Pour les i, vous allez avoir du moins 5,5. Le tout divisé par 4 plus 1 quart. Ah, on n'est pas d'accord. Ah non. Ça va? On se rallie à mon calcul? Ok. Voilà, vous pouvez vous arrêter là. Ou bien vous pouvez écrire que c'est moins... Alors on pourrait... Oui. On peut calculer aussi la valeur. Hein, mais voilà, et ici, moins 5,5 sur 4,25 fois i. Ok. Voilà, bon, ici on peut transformer en fraction éventuellement, mais l'idée c'est que le calcul soit compris. Donc toujours, quand vous avez une fraction de nombres complexes, il faut passer par le conjugué, le complexe conjugué, le nombre complexe conjugué. Ici, vous voyez que j'ai mis le conjugué à chaque fois. Ça permet de simplifier. Voilà pour plus, moins, fois divisé. Alors, plus, moins, fois divisé, ce qui se passe, c'est qu'on a une interprétation dans le plan complexe qui est intéressante. Interprétation dans le plan complexe de plus et moins. Donc de la somme et de la différence. Mais en fait, puisque vous sommez les parties réelles avec les parties, enfin les deux parties réelles ensemble et les deux parties imaginaires ensemble, c'est comme si on avait deux vecteurs et qu'on sommait le premier élément avec le premier élément, le deuxième élément avec le deuxième élément, même chose pour la différence. Donc, en fait, dans le plan complexe, si je place mes deux nombres complexes et que je les représente par des vecteurs, donc, mettons que je place ici un nombre complexe que j'appelle Z1. Donc Z1, c'est un premier nombre complexe. Vous placez ensuite un deuxième nombre complexe ici, Z2. Eh bien, la somme des deux, qu'est-ce que vous allez avoir comme interprétation? La somme des deux va suivre la règle du parallélogramme. Et vous allez avoir le résultat ici. Z1 plus Z2. Okay. Alors pour le moins, on va le faire aussi, même si le principe est très proche. Alors pour le moins, on va y passer un petit peu différemment. On place ici le Z2, et comme on va faire moins Z2, c'est comme si on faisait plus l'opposé. Donc ici, vous avez moins Z2. Si vous placez ensuite Z1, et qu'on considère Z1 moins Z2, ben, tout simplement, vous avez compris, je pense. On a de nouveau ici le parallélogramme, et la réponse qui est Z1 moins Z2. Donc, qu'est-ce qu'on observe comme interprétation? C'est qu'on a la même interprétation que pour la somme vectorielle et la différence vectorielle. Avec la règle du parallélogramme, donc même interprétation que pour plus et moins
vectoriel. Additionner deux nombres complexes, c'est faire une somme vectorielle. Regardez une différence, mais c'est une différence vectorielle. Chaque élément du vecteur, en fait, il y en a deux. Premier élément partie réelle, deuxième élément partie imaginaire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors évidemment, on a envie de continuer. Est-ce qu'il y a une interprétation pour le produit et la division? Mais là, c'est moins clair, sauf si on passe à d'autres coordonnées que les coordonnées cartésiennes A et B, partie réelle, partie imaginaire. On peut effectivement avoir une interprétation du fois et du divisé, mais j'ai besoin ici, et je vais le mettre d'ailleurs dans un autre point, des coordonnées polaires. Si je ne me trompe pas, je suis au point 4. Et on va parler ici de représentation polaire. Alors, on va commencer directement par un schéma, ce sera plus facile qu'un long discours, puisque tout est basé sur un triangle rectangle, un nombre complexe que je place ici, voilà Z, voilà A, voilà B. Donc A, c'est la partie réelle de Z, bien sûr, et B, c'est sa partie imaginaire. Partie réelle, partie imaginaire. Alors, une manière de localiser ce point dans le plan complexe, autre que par AB, mais c'est d'utiliser les coordonnées polaires. Et donc, je pourrais avoir, avec des coordonnées polaires, une représentation dite polaire de Z. Et il s'agit en fait de l'angle θ qui est ici. Qu'est-ce que c'est que θ? Θ, deux points, c'est l'angle par rapport à l'axe RE. S'il vaut 0 degré, eh bien, le nombre complexe est sur l'axe des réels. S'il vaut 90 degrés, il est sur l'axe des imaginaires. Et vous continuez comme ça. Alors, avec l'angle, je sais où il se situe, mais pas tout à fait, puisqu'il peut être relativement loin de l'origine. Et ça, justement, c'est ce qu'on appelle le module. Donc, l'écart que vous allez avoir ici, c'est-à-dire la distance que je représente maintenant en mauve ici, ça, c'est noté en général ρ. Et le ρ qui est ici, alors j'ai peur que le mauve ne soit pas très visible, je vais faire en blanc, donc le ρ qui est ici, c'est la longueur du vecteur. Si je connais la longueur du vecteur et l'angle par rapport à l'axe réel, je sais placer mon point dans le plan complexe, donc je sais parler d'un nombre complexe de manière précise, sans ambiguïté. Bon. On va dire un peu plus là-dessus, parce que ce n'est pas les noms, c'est pas ρ et θ qu'on utilise. Hein, donc ça, c'est le nom des lettres grecques que j'ai utilisées pour nommer ces deux mesures. Mais donc, on appelle θ l'argument de Z et ρ, alors peut-être que vous le notez R, il y a d'autres notations, et ρ le module de Z. L'argument
le module. Du point de vue notation, eh bien, θ égale ARG de Z, pour argument de Z, et ρ égale, et on met des valeurs absolues. Si on mettait des valeurs absolues pour un nombre complexe, il s'agit de module. Donc de sa distance avec l'origine. Hein. La longueur du vecteur, c'est la distance avec l'origine. Alors, ce qu'on a de manière assez évidente, c'est les relations suivantes. Voici les relations entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires. Relation entre coordonnées cartésiennes A, B et coordonnées polaires. Eh bien, c'est exactement ce qu'on avait déjà vu en géométrie, c'est-à-dire que vous avez un triangle rectangle, et donc on a les relations trigonométriques habituelles. Vous avez d'une part que A et B, on les retrouve à partir de ρ et θ, en prenant ρ cos θ et ρ sin θ. Cosinus de θ, sinus de θ. Dans l'autre sens, si on isole maintenant le ρ et le θ, le ρ, il est égal à la racine carrée d'une somme de 2 carrés. Et il s'agit de A et B ici qu'on prend. Et θ, mais θ, il doit être tel que son cosinus, c'est A sur ρ, et son sinus, c'est B sur ρ. Peut-être prendre un peu plus de place ici au-dessus. Tel que cos de θ, sin de θ, c'est donc A sur ρ, B sur ρ, A sur racine carrée de la somme des carrés. La même chose ici. Bon, alors comme l'angle θ, il y en a une infinité, parce que je peux m'amuser à tourner pour rien, c'est-à-dire que si θ égale pi sur 4 ou θ égale pi sur 4 plus 2pi, ben, j'ai la même direction. Donc pour éviter d'avoir plusieurs représentations, on va se limiter à un certain intervalle. Remarque. Pour tout Z appartenant à C, sauf 0. 0, il est embêtant, parce que lui, il y a plusieurs représentations. Donc pour tout nombre complexe non nul, c'est ça que ça veut dire, hein, le petit 0 en bas à droite. Je prends n'importe quel nombre complexe, mais j'élimine le 0 de l'ensemble. Eh bien pour tout Z appartenant à C0, il existe une unique représentation polaire ρ θ, ou plutôt dans l'ordre que j'ai donné dès le départ, θ et ρ, si on prend ce qu'on appelle
l'argument principal pour θ. C'est quoi l'argument principal? Je souligne, c'est-à-dire un θ qui appartient à moins pi jusqu'à pi. Voilà. On aurait pu prendre un autre intervalle que moins pi jusqu'à pi. Mais donc, pour éviter d'avoir plusieurs arguments qui permettent de représenter votre nombre complexe, eh bien, on va se limiter à cet intervalle-là. Donc, il faudra toujours réduire votre angle θ pour qu'il se retrouve dans l'intervalle moins pi jusqu'à pi. Alors, j'ai exclu moins pi, parce que si vous prenez moins pi et pi indiquent la même direction. Donc, il faut choisir l'un et exclure l'autre. J'ai exclu le moins pi, qui est un peu plus long à écrire. C'est avec cet intervalle-là qu'on va travailler, et comme ça, on a une représentation unique. On s'est passé de l'un à l'autre, et de cette manière-là, eh bien, on a ce qu'on appelle des représentations polaires. On va voir toutes les sortes de représentations maintenant qu'on peut écrire avec ça. Exemple de représentation polaire, et vous allez en reconnaître certainement. L'exemple qu'on voit souvent quand on commence avec ça dans les nombres complexes, c'est z est égal à ρ cos θ plus ρ sin θ. Alors souvent on met le i ici devant. Alors. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la représentation trigonométrique. Et ce qu'on retrouve parfois, c'est en abrégé ρ et le c qui est ici, que je souligne deux fois, le i, le s. On écrit du coup c, i, s. Et on met l'argument ici. Ρ 6 θ pour rappeler que c'est ρ cosinus plus i sinus θ. Ρ qui à ce moment-là multiplie le tout. Okay, donc ça c'est l'écriture trigonométrique, représentation trigonométrique ou forme trigonométrique. Si vous utilisez l'un ou l'autre, c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique. Alors, autre forme, qu'on retrouve aussi, c'est, mais ça avec en électricité vous allez retrouver, c'est ρ angle θ. Ouais, encore plus court. Ρ angle θ. Il va y avoir vraiment de nom. Ça, c'est plutôt le contexte, c'est plutôt en électricité qu'on retrouve cette écriture-ci. C'est une représentation polaire, bien sûr. Dès qu'il y a du ρ et du θ, mis d'une manière ou d'une autre, c'est une représentation polaire. Alors, il y en a une qui est intéressante. C'est celle préférée des mathématiciens. Vous allez comprendre pourquoi. C'est ρ fois exponentielle de iθ. Ça s'appelle la forme d'Euler. C'est Euler qui a introduit cette forme-là. Voilà, avec ça, vous avez l'essentiel. Donc, soit on utilise AB, des coordonnées cartésiennes, pour avoir une représentation cartésienne. Le plus souvent, c'est la forme algébrique, hein, A plus BI.
soit vous avez ρ et θ, et vous pouvez utiliser une de ces formes avec les coordonnées polaires. Ça va ceci? Petite question du coup, on va voir si vous comprenez un peu ces coordonnées polaires. Si je m'intéresse au complexe conjugué de Z, qu'est-ce que ça a comme impact sur ρ et θ? J'ai écrit la question. Z bar. Z bar a comme argument et module par rapport à Z. La question n'est pas très bien exprimée, mais vous me comprenez. Donc Z bar, son module, son argument, par rapport au module et l'argument de Z, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Qu'est-ce qui est opposé, le module ou l'argument? Normalement, c'est les deux, non? Les deux, alors. Je ne sais plus, mais genre, si on avait par exemple moins 1 plus 3i, ce serait plus 1 moins 3i. Donc, la partie, donc on oppose uniquement la partie imaginaire. Et donc, peut-être pour répondre à la question, ça vaut la peine de faire un petit tour dans le plan complexe. Parce que tu as raison, il y a un des deux qui va être opposé. Pas le module, parce que le module ne peut pas être négatif. Donc, un module, c'est une distance, donc c'est toujours positif. Mais prenons ici Z. Où dois-je placer Z bar? Autrement dit, quelle est, donnez-moi une symétrie qui me permet de placer Z bar. Vas-y. Et donc, au niveau de la symétrie, comment tu l'exprimerais? Oui, symétrie orthogonale d'axe réel. Donc, vous allez en fait avoir ici, de l'autre côté, Z bar. La partie réelle ne change pas. Vous voyez, si je regarde la partie réelle de Z et Z bar, je suis au même endroit. Par contre, la partie imaginaire est prise et opposée. Du coup, vous remarquez que le module est identique, mais ce qui change, c'est l'argument. Vous avez ici θ, et forcément, ici, vous avez moins θ. Donc, ce que vous pouvez écrire avec cette petite question, qui montre que vous avez compris ou pas, c'est que l'argument de Z bar égale moins l'argument de Z. Le module de Z bar égale le module de Z. Et tant qu'on y est là-dedans, Z fois Z bar, on a vu que c'était égal à A carré plus B carré. C'était la propriété qu'on avait vue avant. Or, A carré plus B carré, c'est le module de Z au carré, puisque le module de Z, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Ça va? Donc des petites relations de ce type-ci qui découlent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Bon, alors, première question typique, c'est comment, avec ce nombre complexe, passer en mode polaire ou en mode cartésien. On va d'ailleurs tenter de le faire ensemble. Si je prends Z qui est égal à 1 plus I, et j'aimerais bien maintenant, plutôt que d'avoir cette forme algébrique, avoir la forme trigonométrique. J'ai besoin de connaître ρ et θ. Alors, rien ne vous empêche au début de passer par un petit dessin, un petit graphique pour représenter le triangle. Ici, c'est un triangle rectangle qui va apparaître avec deux côtés de longueur identique puisque la partie réelle égale la partie imaginaire. Sinon, les formules qui étaient ici vont permettre de trouver d'une part le module, d'autre part l'argument. Allez-y, dites-moi, le module vaut
Racine de 2. Je le mets juste avec un petit point de développement avant, qui est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, racine de 2. L'argument, et là l'aspect graphique peut aider, oui, 45 degrés, on va mettre pi sur 4, c'est la même chose. Pi sur 4. Soit vous utilisez les formules et vous voyez qu'on cherche θ tel que cos θ égale 1 sur racine de 2 et sin θ égale 1 sur racine de 2. C'est Picard. 45 degrés donne à chaque fois racine de 2 sur 2, c'est la même chose que 1 sur racine de 2. Ou avec le dessin, on voit très clairement, si vous faites le triangle. Alors avec ça, vous pouvez donc écrire maintenant que z peut s'écrire aussi racine de 2 fois 6 de Picard. Alors dans l'autre sens, c'est plus simple. Souvent, pour passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique, c'est tout de même plus simple. Donc si je vous donne z qui est égal à, donner une autre forme, 3 fois ici angle de 30 degrés. Z égale. Ben là, à la limite, en repassant par la forme trigonométrique, ça vous donne déjà la réponse. Parce que la forme trigonométrique, ça vous dit que c'est 3 fois cos de 30 degrés, ça c'est la partie réelle. Et 3 fois cos, sin, pardon, de 30 degrés fois i, donc 3 fois sin 30 degrés, c'est la partie imaginaire. Et donc, il suffit de simplifier. Cos 30, c'est racine de 3 sur 2, donc c'est 3 fois racine de 3 demi. L'autre, c'est 1 demi, donc c'est 3 demi fois i. Voilà comment je vais passer de l'un à l'autre. Pour ça, vous avez des exercices pour vous entraîner à passer de l'un à l'autre sans trop de soucis. Voilà, et dernier point que je vois, parce que finalement, quel était le lien conducteur qui nous a amené à considérer les coordonnées polaires? Évidemment, c'est utile pour plein de choses, mais c'est ça qui faisait le lien. Je vous ai dit, tiens, j'ai une interprétation pour le plus et le moins, et j'aimerais bien interpréter le fois et le divisé. Alors ça peut se faire de manière plus évidente sous la forme polaire. Mais c'est lié à une propriété qui est la suivante. Propriété, c'est que si je regarde le module de Z1 fois Z2, c'est le produit des modules. Produit des modules. Et si je regarde l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Ça, c'est hyper important. Hein. C'est une formule qui va être utile à pas mal de niveaux. Alors, la petite preuve de ça, c'est de la trigonométrie de base, hein, qu'on retrouve dans votre carnet une fois de plus. Mais la preuve ici, ça va surtout être d'expliciter, c'est-à-dire de donner la formule pour Z1 et Z2. Alors, soit, quand je parle de ZI, je dis que c'est AI plus BI. Oui, le I n'est peut-être pas le meilleur indice puisque le I, c'est l'unité. Donc, on va mettre Z indice K, c'est AK plus BKI. Évidemment, ici, c'est pour K qui égale 1 et 2. Remplacer K par 1 ou par 2 pour parler des nombres complexes. Alors, c'est justement la forme polaire qui m'intéresse. Je devais effacer ça, je me suis trompé. Désolé. C'est ρ K 6 θ K. C'est ça que je devais mettre. Alors, premier point, petit 1. Si vous regardez Z1 fois Z2, c'est égal à ρ1 6 θ1, ρ2 6 θ2.
je peux mettre les ρ ensemble, ρ1, ρ2. Et ici, vous allez avoir un développement un peu plus long, puisque vous avez du cos θ1 plus I sinus θ1 fois la même chose avec θ2, cos θ2 plus I sinus θ2. Alors, on va faire le produit de deux nombres complexes. Vous allez avoir ici, on a le produit de ρ1, ρ2. Ensuite, il y a toute une partie réelle qui sera cos θ1 fois cos θ2 et puis vous allez avoir du I carré ici. Et puis vous allez avoir du sin θ1, sin θ2. Je mets une parenthèse. Plus I fois. Produit croisé cette fois-ci. Cos θ1 fois sin θ2. Cos θ1, sin θ2. Plus sin θ1, cos θ2. Comme ceci. Et je ferme la parenthèse. Donc, j'ai tout distribué. Un peu long, mais c'est assez systématique. Et ce qu'on va retrouver ici, c'est du moins 1. Le plus I carré ici, c'est moins 1. Et ce que vous allez retrouver, surtout, c'est une formule que vous connaissez, cos cos moins sin sin. C'est le cos de la somme. Et cos sin plus sin cos, c'est le sinus de la somme. Donc ceci n'est rien d'autre que ρ1, ρ2 avec cosinus de la somme des angles plus I sinus de la somme des angles. Et ça peut s'écrire ρ 6 θ avec ρ qui est donc le produit ρ1, ρ2 et θ qui est la somme θ1 plus θ2. Ouais. Oui, en fait j'ai mis petit 1 comme s'il y avait deux étapes, mais il n'y a pas deux étapes ici. Vous pouvez effacer le petit 1. On a travaillé directement pour prouver qu'on a le produit des modules et la somme des arguments. Produit des modules, somme des arguments. En français, le produit des modules est le module du produit et l'argument du produit et la somme des arguments. Voilà, mais donc on a une interprétation assez simple au niveau graphique et ça termine notre question. Donc interprétation dans le plan complexe du fois et du divisé. Alors, le divisé, je vous laisse le faire par vous-même avec ce que je vais expliquer maintenant. Ce sera une bonne manière de vérifier si vous arrivez à l'appliquer. Mais pour le diviser, peut-être rajouter la propriété pour la division. Qui est aussi très importante, mais qui est directement associée à ça. C'est que Z1 divisé par Z2, c'est le module de Z1 divisé par le module de Z2, pour peu que Z2 soit différent de 0. Hein. Ceci différent de 0. Et l'autre, c'est que l'argument de Z1 sur Z2, ben c'est la différence des arguments. Donc c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Ça, ce n'est pas prouvé, mais c'est le même type
de preuve que vous voyez ici. L'interprétation du produit. Axe imaginaire, axe réel. 0. Un nombre complexe Z1, un nombre complexe Z2. Et j'aimerais bien savoir comment je vais représenter Z1 fois Z2. Donc, si vous faites Z1 fois Z2, il faut regarder les angles d'abord. Là, vous avez θ1. Et là, vous avez θ2. θ2 et θ1. Du coup, le produit va donner la somme de θ1 et θ2. Donc, si on part du vecteur Z2, on lui ajoute encore θ1 pour parvenir au résultat. Alors, je vais juste prendre une couleur. Voilà. Donc, le vecteur Z2 va subir une rotation supplémentaire de θ1. Donc, ici, je vais mettre plus θ1. Et puis la longueur, ça c'est difficile à dire sans avoir de valeur numérique. C'est-à-dire que ça va être le produit des normes. Alors, est-ce que ça va être plus grand que Z2, plus petit que Z1, plus grand que Z1? Tout va dépendre des valeurs qu'on a derrière. Si jamais Z2 est de norme égale à 1, alors on va avoir exactement la même longueur que Z1. Si Z2 en fait vaut 2, on va avoir 2 fois ce qu'on a en Z1. Et si Z2 est plus petit que 1, on va avoir quelque chose qui est plus petit que Z1. Okay. Donc ce que je vais dessiner ici, c'est comme si Z2 était proche de la norme de 1, de Z1. Z1 fois Z2. Donc notez juste que j'ai dit la norme. La norme, c'est comme le module. Hein, on est d'accord, j'ai utilisé un mot pour l'autre. Mais... Donc le module de Z1 fois Z2, représenter sa longueur, ben, ça dépend en fait des modules de Z1 et Z2. Mais l'angle, par contre, on sait clairement le représenter ici. Si Z2 est de module égal à 1, on a exactement la même longueur que Z1, parce que on a fois 1. On obtient la même chose. Voilà. On respire. La prochaine fois, on verra donc la formule de Moivre avec la puissance d'un nombre complexe. Et donc, ce sera encore très calculatoire. Toujours avec l'idée qu'on soit familier avec ces nombres. Est-ce qu'il y a une question pour terminer? Juste une question avant de emballer. Ça va? Eh bien, bonne fin de journée à tous. Merci.